Vous connaissez la Lo-Fi Girl qui vous aide à bosser, ou encore ces playlists censées vous aider à la salle. Dès comme ça, il y en a des milliers. À chaque activité, à chaque étape de la journée, il y a la bande son qui correspond. Il existe même des playlists pour faire le ménage, déprimer, aller aux toilettes, faire un goûter entre amis, ou encore pour ses plantes intérieures. Mais est-ce qu'en écoutant Beast Mode ou Cleaning Motivation 2023, on augmente vraiment nos capacités? C'est surtout de la musique qui est faite pour se caler une ambiance sonore, briser le silence, et pas vraiment pour être écoutée. Ou alors très vite fait. Sauf que mi bout à bout, cette musique un peu bouche-trou représente quand même des millions de streams, ses compositeurs, son business, etc., etc. Et si c'est un tel phénomène, c'est peut-être qu'elle parvient à changer de comportement. Et si je vous disais qu'à la base, il existe vraiment une musique qui est faite pour vous manipuler, ça s'appelle la musac. En pleine Première Guerre mondiale, le général américain George Squier invente un nouveau système de transmission. Il a l'idée d'utiliser les réseaux de lignes électriques pour transporter d'autres données que de l'énergie. C'est un peu technique, mais en gros le concept c'est d'utiliser un seul canal pour envoyer plusieurs types de signaux, dont du son. Et pendant la guerre, à une époque où la radio est encore en voie de développement et très chère, ça permet de contourner l'espionnage. L'armée s'en sert de ouf. Dans les années 20, Squier veut faire de sa découverte un business. Sur la même base, il crée son entreprise qui propose aux gens de diffuser de la musique chez eux via leur ligne téléphonique. Comme les platines, les enceintes ou les vinyles sont pas encore au point non plus à cette époque, c'est quasiment le seul moyen d'avoir de la musique enregistrée chez soi. Ça marche par téléphone, tu décroches, et si tu es abonné, en échange d'un abonnement, on te diffuse de la musique. Et tu choisis pas ce que c'est. C'est presque le mode aléatoire de Spotify, peut-être le truc qui se rapproche le plus de ça aujourd'hui. Tu décroches et t'écoutes ce qu'il y a. Alors oui, ça paraît fou de se dire qu'il fallait décrocher le téléphone pour tenter d'écouter de la musique chez toi, mais ça marche. Il déploie d'abord son réseau à Staten Island, un arrondissement de New York qui peut profiter pour la première fois de musique enregistrée à domicile. C'est pour ça que la société s'appelle d'abord Wired Radio, mon accent, ce qui veut littéralement dire radio branchée, parce qu'on utilise l'électricité et pas les ondes. Mais vite, l'entreprise est renommée Muzak. On dirait une blague, la Muzak. Contraction de musique et Kodak. Alors pourquoi Kodak? Parce que c'est une de ces boîtes qui donne son nom aux produits qu'elle vend, comme Kleenex ou Zoom. Hey, do you know what this is? It's a Kodak 35mm color slide. Où sont d'où tes mouchoirs? Les Kleenex Ultra Soft. Son nom rentre dans le langage commun, ce qui est souvent signe d'un monopole sur un marché. Et c'est exactement ce que vise notre cher Georges. Georges Edoux, Georges Effray. Sauf que, il y a un problème. À l'époque, il n'y a pas de librairie musicale comme aujourd'hui. Donc s'il veut émettre des musiques, Georges, il doit soit diffuser des enregistrements dont il a les droits, soit créer sa propre musique. Il réfléchit 2 secondes, acheter des droits, c'est cher, c'est chiant, il choisit la deuxième option. Il va créer ses sons. En 1936, il embauche Ben Selvin, un chef d'orchestre et producteur de disques connu dans le milieu, à la programmation musicale de Muzak. Avec son ensemble, Selvin va enregistrer près d'une dizaine de morceaux par jour, dans plein de styles différents. Sa recette, c'est de piocher des thèmes de différentes musiques, classiques ou populaires, pour les réarranger de façon à créer de nouveaux morceaux. Prenez ça par exemple, que vous avez déjà forcément entendu dans une pub. Eh bien en version Muzak, ça donne ça. Rapide, efficace, à l'époque c'est même pas considéré comme du plagiat. Et après quelques mois seulement à faire ça, son catalogue compte déjà quelques milliers de musiques. Et ces milliers d'enregistrements, il les diffuse dans les foyers et dans les entreprises du pays. Car oui, si elle diffuse de la musique chez les gens, Muzak se fixe aussi comme mission d'émettre dans les lieux publics. À la même époque, l'entreprise se déploie dans presque tous les États-Unis. Seulement voilà, son offre à destination des ménages, pour écouter de chez soi, etc., avec l'arrivée de la radio qui augmente progressivement, les gens, je sais pas, ils préfèrent racheter une radio et avoir de la musique gratuitement, plutôt qu'acheter un abonnement et recevoir sur ton téléphone des musiques. Enfin bref, c'est logique, la radio, ça vient un petit peu foutre la merde dans le business que lui prévoyait. Mais Muzak, il voit venir le truc et il abandonne juste à temps l'idée de vouloir diffuser chez les gens pour se concentrer uniquement sur « Ok, on va envoyer ça dans les entreprises et dans les lieux publics ». Leur but, c'est de se concentrer uniquement sur la distribution de musique dans les lieux où on travaille et où on consomme, comme les bureaux, les usines, les restaurants, les centres commerciaux,
Et c'est un succès. À la mort de George Squire, en 1937, la boîte se fait même racheter par la Warner Bros. Alors dans ce que je vous raconte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est habitué à faire ses courses et qu'il y ait de la musique de fond. Il y a de la radio, les machins, des trucs. À cette époque-là, c'est une nouveauté. Genre, c'est la première fois qu'on entend autre chose que le bruit des chariots et de la discussion là à côté. Oh, madame Gillette, comment ça va? Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de musique avant. La Musac trouve sa raison d'être. Devenir la bande originale du quotidien. En remplissant l'espace sonore, et tout ça sans qu'on y prête vraiment attention. Dans les restaurants, les centres commerciaux, mais aussi les bureaux, les usines, les hôpitaux, la Musac est partout, tout le temps. Même dans les ascenseurs, d'où l'expression « la musique d'ascenseur ». Aujourd'hui, c'est péjoratif, mais dans les années 30, c'est un exploit de la société. Ils ont trouvé un truc pour réussir à détendre l'atmosphère où, bah voilà, t'arrives dans un ascenseur, il y a un truc qui casse ce petit malaise, tu vois, t'es avec ton voisin, là, il y a un blanc. À l'époque, les ascenseurs marchent avec un engrenage à vapeur, donc on est plus proche du monte-charge que des machines qu'on a maintenant. Et ça, Musac en a bien conscience, et il profite de l'obligation d'installer des interphones dans les ascenseurs pour convaincre les fabricants de rajouter un petit haut-parleur qui diffusera des musiques douces et relaxantes au rythme assez lent. Et c'est à partir de ce putain d'ascenseur que Musac se dit justement « Mais attends. Si notre musique peut apaiser les gens, est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait pas modifier leur comportement ?» Là, on est après la Seconde Guerre mondiale, et c'est un moment où les sciences sociales progressent beaucoup. En travaillant sur ce qui s'est passé pendant la guerre, les chercheurs font beaucoup d'avancées en psychologie ou sur le marketing. Et les questions que se pose Musac sont très proches de ces recherches. Ils veulent s'intéresser aux effets théoriques de la musique sur le comportement humain. Ce qui tombe plutôt bien, parce que dans les années 40 déjà, des instituts ont fait état des conséquences de la diffusion de Musac dans les bureaux. Et là, on apprend que leur musique réduirait l'absentéisme et retarderait le départ des employés en fin de journée. Ah bah, sympa. T'es patron, tu prends ton abonnement Musac, les gens ils sont plus là et plus longtemps. Régalade. Alors, oui, mais pas si vite. On sait aujourd'hui que ces études sont à prendre avec des pincettes, pour ne pas dire qu'elles sont bidons. Mais à l'époque, ça pousse la société à financer des recherches qui aboutissent à une méthode déposée par la marque, qu'elle appelle Stimulus Progression. En gros, des soi-disant chercheurs ont réussi à identifier les rythmes naturels des employés. Ces employés qui alternent des phases plus ou moins productives dans la journée, selon leur fatigue ou bien le moment où ils ont mangé. Et c'est à partir de ça que Musac a créé un programme de playlist alternant des musiques au tempo rapide et plus lent. Et cette playlist, elle vise à neutraliser ces phases de fatigue ou de déconcentration sans qu'on le remarque. D'abord le tempo, qui est la vitesse à laquelle est jouée la musique. Puis le rythme, un 4/4, une valse, un rock, etc. Et ça, j'admets, ça peut être considéré comme, dans la théorie, de la manipulation mentale. Mais bon, comme on dit, ça reste théorique, pincette et tout le tralala quoi. En résumé, le programme ressemble à ça. Ça représente le degré de stimuli avec le tempo, le style de musique, le nombre d'instruments, et donc c'est censé pouvoir rendre les gens plus calmes ou plus productifs. Écoutez ça, ça donne littéralement envie de remplir ses impôts avec le sourire. Et vous retrouverez d'ailleurs cette bande-son dans tous les films et séries US d'époque qui leur donnent ce côté nostalgique et insouciant. Ah là là, l'Amérique. Et à l'époque, tout le monde achète, et l'activité de Musac se développe dans tout le pays. On en passe même à la Maison Blanche, ou encore dans les casques des astronautes quand ils sont en mission dans l'espace. À ce niveau de son histoire, Musac, c'est deux choses. Un système d'organisation par playlist, un peu comme on peut retrouver sur nos plateformes de streaming, et un style musical bien particulier. Ce style musical est reconnaissable grâce au travail d'un mec, Ben Selvin. Son but, c'est de débarrasser les musiques de leurs éléments caractéristiques. Donc en gros, tout ce qui rentre en tête, dont l'absence de certains éléments, et c'est ce qui donne à la Musac cet aspect de flux continu qui empêche de se concentrer dessus. T'es là, tu peux écouter le truc et tout sans t'enlacer, ça en a fait une musique de fond, mais ça vient du cerveau de ce gars-là où il s'est dit je retire ça, et l'absence de choses fait que ton cerveau il va pas se focus, parce que notre cerveau il aime bien avoir des mélodies qui reviennent, et c'est ça qu'on aime dans la musique. Et là vous me dites, Seb, et la manipulation dans tout ça? Eh bien la manipulation, c'est le consentement. Parce que le truc, quand on lance une playlist thématique, que ce soit pour réviser, faire du sport ou chiller, on choisit de l'écouter. Et la Musac, non. À l'époque, la Musac est partout, et cherche avant tout à piéger nos émotions. Ce n'est pas des stimuli pour rendre les gens plus heureux, mais bien pour qu'ils produisent et consomment plus. Les productions de Musac deviennent donc la bande-son du capitalisme à son apogée. Mais alors posons-nous les bonnes questions, est-ce que Musac produit vraiment de la musique? Parce que faire de la musique pour tenter de manipuler les gens, voilà,
Ça fait poser des questions quand même. Sans rentrer dans des débats esthétiques, cette question fascine dans les années 60. Bah oui, parce qu'en parallèle à cette époque, les musiques populaires deviennent des moyens de revendication culturelle en se chargeant de symboles politiques et sociaux. On écoute Bob Dylan, les Beatles, les Rolling Stones, il y a tout le mouvement hippie. La musique des jeunes porte des messages. Alors forcément, la jeune génération voit la musique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la musique de la société de consommation, et rien d'autre que ça en fait. Et ça, bah du coup, c'est le début de la fin pour la société telle qu'on la connaît. Déjà parce qu'elle est rejetée par les gens, mais aussi parce qu'elle a de la concurrence. Son idée a tellement bien marché qu'il y a d'autres sociétés qui proposent ce service-là, mais sans avoir pour projet de manipuler les gens. Donc du coup, en fait, t'as juste plein de gens qui proposent juste des musiques de fond de manière plus saine. Muzak continue d'exister dans les années 70 et 80 en connaissant un certain succès au Japon, ce qui inspire des marques comme Muji à enregistrer leurs propres compilations par exemple. Avant de se mettre à diffuser de la musique originale et d'abandonner son fameux programme de stimulation par la musique. Dans les années 90, l'entreprise est accablée par une mauvaise presse, des associations se forment pour demander l'interdiction de diffuser ce genre de musique, et à côté, Ted Nugent, un musicien américain, offre même de racheter Muzak 10 millions de dollars pour lui faire cesser son activité, jugeant qu'elle est une force maléfique à l'œuvre dans la société. Et après plusieurs rachats, fusions, blabli, blabla, Muzak va être déclarée banqueroute en 2009. Elle se fera racheter par le groupe Mood Media en 2011, qui maintient depuis ses activités autant que son héritage, puisque l'entreprise détient quand même un catalogue de plus de 3 millions de musiques. Muzak, tel que je vous l'ai présenté, existe donc toujours, mais bon, plus par son influence. Il y a encore aujourd'hui des playlists destinées à de grandes enseignes. Ces playlists sont calées sur les horaires pour alterner différents types de musique, visant à réguler les comportements selon la foule, avec en heure de pointe des rythmes élevés et des tempos plus doux le reste du temps. Faites le test, allez dans n'importe quel McDo et écoutez la musique qui passe. Si vous y êtes en heure de pointe, il y a de bonnes chances pour que vous entendiez de la pop, un truc assez énergique et qui bouge. Le reste du temps, on passe surtout des trucs calmes, comme du trip-hop, par exemple. Et maintenant que vous savez tout ça, c'est amusant de savoir que, par exemple, la bande originale des Sims, qu'on connaît tous, est une énorme référence évidente à la Muzak. Les Sims, ce jeu où tu contrôles évidemment la vie des gens. Au-delà de tout ça, la Muzak a eu de l'influence dans le monde de l'art. En fait, les liens entre la Muzak et l'art vont dans les deux sens. Déjà, et c'est probablement une coïncidence, mais l'entreprise a réalisé un des rêves d'Erik Satie, celui de désacraliser l'écoute de la musique. Pour comprendre, il faut que je vous donne un petit peu de contexte. Erik Satie, c'est un pianiste français qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle. Ça, c'est lui. En gros, il a surtout fait de la musique classique. Mais à la fin de sa vie, il a aussi conceptualisé ce qu'il a appelé la musique d'ameublement. Son idée, c'est de créer des œuvres musicales qui sont pas faites pour être écoutées. C'est son projet. Lui, il veut composer quelque chose qui serait juste entendu pour pouvoir souligner la différence entre ce qui relève de l'art et qui mérite d'avoir de l'attention et le reste, qui serait juste de la consommation. Donc c'est son but. Et donc à Paris, en 1920, alors que George Squire a à peine créé la technologie à l'origine de la Muzak, Erik Satie organise une petite expérience. Pendant l'entracte d'une pièce de théâtre, un orchestre dispersé aux quatre coins de la fosse est chargé de jouer ses compositions. Avant le début du spectacle, le public est averti, ce qui est joué pendant la pause n'est pas fait pour être écouté. Et tout le monde est invité à l'ignorer, discuter, fais ta vie, machin, calcule pas. Et évidemment, tu dis à des gens de pas calculer, non mais les gars, faites vraiment pas attention, mais regardez pas. Arrêtez de regarder. Et évidemment, personne n'ose parler pendant l'entracte, et tout le monde va rester écouter les musiciens. L'idée de Satie est peut-être gratuite, mais en vrai, c'est assez visionnaire. Parce qu'aujourd'hui, on est entouré de ces musiques auxquelles on ne fait pas attention. Comme s'il avait prédit, à une époque où les technologies d'enregistrement et de diffusion n'existaient même pas, notre rapport à la consommation musicale. Ce que la Muzak a ensuite fait exploser. Vous savez ce que c'est l'ironie du sort? C'est qu'aujourd'hui, tu as des compiles de 3 heures d'Erik Satie qui sont juste faits pour être écoutés en fond sonore. Sur YouTube. Voilà. Je savais pas quoi faire de cette morale, mais c'est ironique. Comme quoi la vie c'est rigolo. Ces deux références, Satie et la Muzak, ont beaucoup inspiré un type qui s'appelle Brian Eno. Un musicien anglais qui lui est toujours vivant, qui a notamment travaillé avec David Bowie, U2 ou plus récemment Fred Again, et qui a participé au développement d'une pensée à l'origine d'un genre musical, l'ambient. Selon ses propres mots, la musique ambiante a pour but d'induire le calme et de créer un espace où penser. À l'inverse de la Muzak, supposée influencer un comportement de façon subliminale,
Eno considère que sa musique doit autant pouvoir être ignorée qu'écoutée. C'est à celui qui écoute de juger. L'exemple type de l'ambient, c'est l'album Ambient One, Music for Airports, que Brian Eno va sortir en 78. 4 morceaux qui mélangent piano et synthé, effectivement calme et oubliable, autant qu'écoutable. Et quand il sort ça, on est juste après l'âge d'or de la musique. Et évidemment, le Music for Airports est juste ironique, parce que c'est pas du tout fait pour les airports, c'est juste pour se moquer un peu de la musique. Autre exemple, en 76, un fleuriste de Los Angeles, appelé Mother Earth, offrait pour tout achat d'une plante un vinyle appelé Mother Earth Plantasia. L'album a été composé en partenariat avec le magasin par un musicien qui s'appelle Mort Garson, qui a imaginé une musique pour les plantes. C'est pas une musique pour toi, c'est pas une musique pour moi, c'est une musique pour les fougères. Voilà. Il a fait ça. T'es une fougère ? Figurez-vous que cet album a été redécouvert dans les années 2000 avec Internet. Les gens cherchaient des musiques d'ambiance et sont tombés sur ça, et aujourd'hui, sachez que je l'écoute parfois premier degré. C'est considéré comme un des albums précurseurs de l'ambient. La texture musicale du projet, c'est une dinguerie. Mort Garson est un véritable pionnier de la musique électronique. C'est d'ailleurs l'un des premiers musiciens à avoir utilisé le synthé Moog. Enfin bref, là on divague, mais allez écouter le projet Plantasia parce que c'est vraiment très bien. Ou alors je suis juste une plante. Mais bon, tout ça, ça reste la version artistique de la musique, on va dire. Ça répond pas à notre question. Est-ce qu'on peut être manipulé par de la musique, oui ou non ? Alors, les études menées à l'époque avec la musique et tout sont bidons. Ok, ça, j'accepte. Mais ça n'a pas empêché d'autres chercheurs de se pencher sur la question beaucoup plus récemment. Parce qu'aujourd'hui, si la musique qu'on passe n'est plus vouée à nous manipuler ou à modifier nos comportements, ça n'empêche pas qu'elle peut nous influencer. C'est ce qu'a montré par exemple ce psychologue français. Il a écrit un livre où il montre que la diffusion de musique classique dans des magasins qui vendent du vin multiplierait par 2,5 ce que paient les clients. Ils n'achètent pas plus, mais ils achètent des bouteilles plus chères, comme si leur cerveau faisait un lien entre la musique entendue et la qualité de ce qu'ils veulent. Et c'est pas le seul à travailler là-dessus. Il y a aussi eu des tests faits sur les tempos et le volume des musiques passées en magasin qui prouvent que la musique a bien une influence sur notre comportement dans un contexte de consommation. De là à parler de manipulation, il y a clairement un fossé. Il n'y a pas de quoi être parano, vous êtes quand même maître de vous-même, je vais pas vous mentir. Ce serait un peu comme prouver qu'on ressent des choses différentes selon la musique qui passe quand on regarde un film. Au fond, c'est même logique. Pour rappel, c'est vraiment le propre de l'art, de jouer sur nos émotions. En tout cas, cette croyance en les effets de la musique a même mené à une chose, la musicothérapie, bien que les gens n'y croient pas forcément. A l'inverse, par contre, on sait que de la musique a été utilisée dans la prison militaire de Guantanamo aux États-Unis, où des prisonniers ont été torturés avec des morceaux de hard rock, de rap et de pop. Des documents qui ont fuité expliquent qu'on y passe Eminem, Metallica, Queen, mais aussi Christina Aguilera et Britney Spears, entre d'autres groupes de métal. Le but, les passer à fond et en boucle, pendant des semaines entières selon certains témoignages, à des prisonniers enfermés dans le noir, dans leurs cellules pour les fatiguer mentalement. Alors on sait pas comment ont été sélectionnées les musiques, mais dans tous les cas, une musique qui passe en boucle, à fond, dans le noir, tu peux pas le changer. N'importe quelle musique qui passe en boucle, ça fait chier à un moment donné. Donc je comprends, mentalement ça peut vraiment te fatiguer, et c'est fou que la musique soit un instrument de torture à ce niveau-là. Et ça peut paraître drôle comme ça, mais c'est pas très légal. Après, Guantanamo, les conditions d'enfermement là-bas, elles sont discutées. Ça fait 20 ans qu'elles sont dénoncées par des militants des droits de l'homme, si bien que Skinny Puppy, un groupe de métal dont les musiques auraient été utilisées comme instrument de torture, a envoyé en 2014 une facture de 666 000 $ à l'armée américaine en forme de protestation. Voilà, pour la petite anecdote. C'est-à-dire que même si t'es artiste, qu'on utilise tes sons pour torturer des gens, tu vas rien faire du tout, frérot. De tout ça, il reste que l'histoire de la musique peut être vue comme la plus grande expérience jamais menée sur les effets de la musique, sur notre psychologie. Une expérience dont on connaît pas très bien les résultats, en fin de compte. Et ce qu'on peut retenir, c'est que ça a marqué les imaginaires de tout l'Occident et abouti sur le fait qu'on diffuse de la musique quasiment partout aujourd'hui. Ça fait partie de nos vies. Il y a même une musique de fond pendant que je vous parle, afin de vous manipuler à vous abonner à cette chaîne. Et là, elle s'est coupée pour insister mon propos. Abonnez-vous. Aujourd'hui, plus aucune entreprise ne propose ouvertement de composer de la musique pour manipuler les gens. Je fais ça de ma vie, oui. Alors non, mais c'est quand même ce qui se retrouve dans les playlists automatiques proposées par tes plateformes de streaming. Spotify, Deezer, Apple Music. Comme quoi, il y a un héritage, et maintenant vous saurez d'où tout ça vient. J'espère que ça vous a, vous aussi, intéressé. C'est un peu plus niche, mais ça n'en est pas moins intéressant. Et si ça existe depuis si longtemps, c'est que quelque part, ça compte. Pour conclure, j'aimerais juste dire une chose, c'est qu'on a oublié quelque chose de fondamental. Le silence, c'est vachement bien quand même.
À bientôt.